c'est que le nombre de mots pour ranker, c'est jamais 200 ou 300 mots, ou 500 mots. Enfin, peut-être 500 mots dans certains cas. Sur des vrais mots-clés concurrentiels, c'est 2000, 3000, des fois plus de mots pour se positionner. Micro-contenu, pour moi, c'est des infos et des détails que vous trouvez nulle part ailleurs. Ça peut être des infos hyper récentes sur une entreprise ou un autre contenu qui montre que notre contenu est à jour. Quand tu vois des patterns sur d'autres contenus, si moi je le vois en 5 minutes, Google est pas con, il le voit en 5 millièmes de seconde, si ce n'est moins. C'est pour ça que je disais qu'un truc comme Discover, c'est clairement adapté à l'IA, parce que c'est des contenus plus courts, et les contenus plus courts, t'as pas besoin de développer, tu fais une intro, tu te débrouilles pour faire une conclusion ou pour ouvrir sur autre chose, tu développes ton sujet au milieu et c'est plié, quoi. Posez-vous la question, en fait, si on peut reprendre l'intégralité de votre contenu avec de l'IA en 5 minutes, posez-vous la bonne question, c'est que c'est un problème. Je dis ça, mais comment est-ce qu'on fait du coup pour battre un peu l'IA ? Hello tout le monde, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Frédéric, comment vas-tu ? Eh ben ça va et toi Romain ? Très très bien, c'est un plaisir, ça faisait déjà même peut-être plus d'1 an que je t'avais proposé de passer sur la chaîne. Et moi c'est vrai que je parle de beaucoup de techniques SEO, de hacks, d'astuces, etc. Mais au final très peu de contenu. Et c'est un plaisir de recevoir un expert SEO, expert en rédaction. Maintenant ça fait un peu plus d'1 an qu'on bosse ensemble. Tu as fait des milliers de textes, tu bosses pour de grosses boîtes connues pour nous en tant qu'affiliés. Donc voilà, je connais la qualité que tu délivres. Donc aujourd'hui c'est un plaisir de te recevoir. Et notamment tu vas nous partager 5 hacks pour performer au mieux en rédaction SEO. Yes, donc c'est ça. Super, bah si tu veux bien te présenter avant de commencer et après on enchaîne sur les 5 hacks. Ouais, bah carrément, moi je travaille dans le web depuis 2010 mais au final je suis assez discret, je suis un peu un nobody pour les gens du SEO, mais je travaille avec pas mal de monde en sous-marin. Voilà, donc je travaille depuis 10 ans dans le web. Là aujourd'hui en consulting, je fais pas mal effectivement beaucoup de rédaction de SEO, soit avec des agences SEO, des annonceurs comme tu l'as dit, des éditeurs de sites et sur mes propres sites aussi. Voilà, j'ai eu l'occasion de pas mal de bosser sur à peu près toutes les thématiques, je pense, que ce soit pour de l'e-com, de l'affiliation, de l'actu pour du Discover, notamment il y a de ça quelques années déjà, du site vitrine classique et des thèmes hyper concurrentielles et hyper différentes. Voilà. Ouais, faut le dire que t'as des contenus, en tout cas moi des quelques sites que je connais qui rankent très bien, c'est de la grosse requête, voilà, c'est pas de la petite requête où il y a pas de concurrence quoi. Donc ça fait plaisir de te recevoir parce que je connais un petit peu tes succès, enfin quelques-uns en tout cas. Carrément. Là je vous propose du coup 5 tips dont je me sers vraiment tous les jours pour rédiger, parce que même si on va se le dire, hein, plus personne ne lit sur internet, on va quand même ranker, hein. Donc voilà, on va y aller un peu crescendo, on va commencer un peu doucement, je vous réserve le meilleur pour la fin. Et bien évidemment, alors il y a des tips que je vais pas pouvoir vous dire trop en détail parce que alors on l'a pas dit, mais j'interviens aussi dans la formation Business Legend, pardon. T'as fait 2 super modules hein, d'ailleurs, je t'en remercie, ils sont vraiment canons, j'ai plein de retours. C'est vrai que moi la rédaction, voilà, je maîtrise comme un autre, mais c'est pas mon talent, c'est pas ma spécialité, et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui bûche depuis 10-15 ans la rédaction, et c'est des conseils concrets quoi. Donc le module est excellent. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en description, que ce soit sur la formation The Business Legend, pour contacter Fred, voilà, je mettrai toutes les infos en description, après vous en faites ce que vous voulez. Et ben allez, on est parti. Super, on est parti. Et ben alors du coup, premier tip, on va commencer doucement, c'est pour moi de définir ce qu'on appelle la cible et le tone of voice. Alors voilà, cible et tone of voice, alors je regroupe les deux parce que c'est pour moi c'est comme dans une discussion si tu veux, où t'as la cible, c'est du coup à qui tu parles, donc le destinataire de ton message, et le tone of voice, donc l'expéditeur, voilà, comme dans une discussion. Je dis ça parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller très très loin, mais vraiment c'est ce qui va permettre de vous différencier déjà de la masse. Je vais prendre un exemple dans la finance, dans la banque, puisqu'on sait que c'est très demandé. Ce que je vais faire, c'est que je vais me demander déjà si ma cible c'est quelqu'un qui est débutant, qui est à l'aise avec le sujet, ou au contraire qui est hyper technique. Donc c'est vraiment un techos. Donc tu vois, c'est comme si demain je développe un site web. Si je te dis que mon site est responsive, tu vas comprendre de quoi je te parle, Romain, parce que tu bosses là-dedans. Par contre, si je dis à ma mère, maman, j'ai fait un site responsive, elle va pas comprendre et c'est tout à fait normal. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment posez-vous les questions sur ce sujet-là, sur ce que tu connais vos clients, et posez-vous aussi des questions sur les moyens de vos clients, parce que quand vous rédigez du contenu, c'est souvent pour vendre un produit ou un service, et tout simplement, question toute bête, mais c'est est-ce que mon lecteur il a de l'argent à dépenser, auquel cas je peux parler des prix, voilà, certains arguments de vente, ou au contraire, est-ce que je vais aller à fond dans l'économie parce que je vais parler à Jojo le Clodo qui a 2 € sur son compte, voilà, qui a pas le temps de dépenser, quoi, qui a pas d'argent à dépenser. Voilà, donc ça c'est pour la cible. Si je parle maintenant du tone of voice, ce que j'appelle le tone of voice, c'est plutôt la façon dont on va écrire. Est-ce que je vais parler à la première personne, je vais utiliser le je, le tu, le nous, etc. Est-ce que je vais
être hyper familier, si je vais avoir des références à des personnes, je sais pas, des artistes, des choses un peu comme ça, voilà, Hotchit, ils vont parler à ma cible, des sujets que j'aborde sur mon site ou que ma cible connaît. En bref, pour moi, c'est tout ce qui fait un peu nos singularités, comme si, comme toi Romain ou comme moi Fred. Et alors bien sûr, je dis nos singularités, il faut se mettre à la place d'un auteur, donc c'est un peu ça la difficulté qu'on a en rédaction, c'est que je parle pas en ma personne, je représente en fait quelqu'un, un persona, mais plutôt auteur. Allez, si on regarde un exemple sur un des sites qui est plutôt pas mal, donc Financero, donc on va regarder là, je suis sur la page de Shine, donc un article rédigé par Adrien. Alors, est-ce que c'est un vrai auteur ou pas? Alors la réponse est oui, c'est bien un vrai auteur. Ça paraît tout bête, hein, mais dès que tu vois la première phrase là, avec la ref à Rihanna, les emojis, tout ça, c'est tout bête, mais ça donne tout de suite le ton et tu sais que tout de suite que tu vas pas t'adresser à des techos en fait. Okay. On va pas lire tout l'article, ça va. Vous voyez, il est méga long. On voit, il parle à la première personne. Là, quand il parle des taux, je sais plus où je l'ai vu, mais il parle des taux. Il dit si les taux sont acceptables ou pas. Il les compare aux concurrents. Il utilise des mots assez simples. Il fait référence à des articles, si on comprend pas certains termes, ce qui est hyper important dans les domaines comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Je me permets de te poser une petite question. Le ciblage, le tone of voice, etc. Ça a une incidence en priorité sur la partie conversion ou la partie SEO ou les deux? Alors je dirais les deux, mais la première chose que je dirais, c'est plutôt la conversion, parce qu'effectivement, ça va dépendre de si tu mets en avant des arguments qui ne parlent pas à ta cible, en fait, tu vas pas convertir. Donc au final, même si t'es bien positionné, ça va pas te servir. Et là où pour moi ça peut avoir un intérêt en SEO, c'est qu'en fait ça va impacter des fois les choix des mots-clés que tu vas choisir, parce que forcément même là tu vois dans la banque, t'as 1 milliard de façons de parler d'une banque pro. Il y a certains, ils vont chercher effectivement une banque professionnelle, il y en a, ils vont dire le même terme mais autrement, d'une façon un peu plus technique ou plus simple par exemple. Donc pour moi c'est un peu tout cet enjeu là, il y a un enjeu effectivement sur la conversion et il y a un enjeu sur le SEO, mais plutôt dans le choix du mot-clé, donc peut-être plus en amont. Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. D'accord. Et deuxième question rapide, ça m'intéresse beaucoup. Quand le client ne te communique pas la cible, tu fais quoi? Tu fais une analyse concurrentielle et tu regardes le ciblage des mecs présents sur la SERP? Ouais, c'est ça. Je vais regarder ce qui se fait sur la SERP, effectivement, sur le mot-clé, soit le mot-clé que je définis, soit le mot-clé que le client définit. Et en fait, je vais regarder en fait en termes de contenu, ce qui se présente. Effectivement, est-ce que c'est un ton hyper proche du lecteur ou au contraire, on parle d'un truc hyper technique, etc. Et rien qu'en faisant ça, ça va aussi permettre de donner le ton de l'article et de savoir quel sujet tu vas pouvoir aborder ou pas dans les contenus. Ça permet vraiment d'être cohérent après de bout en bout avec les autres sujets que tu vas aborder. Super, merci. Voilà. Bon, après le sujet, c'est comment est-ce qu'on met ça en place. Là-dessus, je vous en dis pas plus sur ce sujet-là volontairement parce que c'est un des points qu'on aborde dans la formation, donc je vais pas trop faire de spoiler là-dessus. On peut enchaîner sur le deuxième type. On va tout doucement tirer le fil des contenus là comme ce qu'on a fait. C'est une erreur que je vois très souvent chez les éditeurs de sites ou sur certains sites d'affiliation. Avant de continuer, je souhaite remercier O2Switch, le sponsor de cette vidéo. Si vous gérez un site web, que ce soit pour un site vitrine, une boutique en ligne ou un simple blog, choisir le bon hébergement est essentiel. O2Switch, c'est l'hébergement parfait. Que vous ayez déjà un site en place ou alors que vous soyez actuellement en train de le créer. Leur offre cloud ultra performante avec Power Boost garantit des performances excellentes, même pour les sites les plus gourmands en termes de ressources. Et ce n'est pas tout. Leurs serveurs sont basés en France, ce qui permet de protéger vos données tout en offrant une latence minimale. Leur support client est réactif et disponible 7 jours sur 7 pour vous accompagner à chaque étape. En plus, si vous avez déjà un site, la migration est gratuite et simplifiée. Pour profiter de cette offre, vous pouvez commander dès maintenant votre offre cloud sur le site de O2Switch. En ce moment, pour les nouvelles offres, il y a une super promo avec un code de 10% sur l'offre cloud la première année. À savoir qu'en cumulé, vous pouvez aussi ajouter le code ROMAIN10 pour profiter de 10% de réduction supplémentaire. Toutes les informations sont disponibles en description de la vidéo. Et encore un énorme merci à l'équipe d'O2Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut reprendre tout de suite notre masterclass. C'est vraiment la cohérence entre les contenus. Alors je vais m'expliquer. Très souvent, quand tu fais un contenu en affi, c'est forcément que tu veux vendre un service, tu veux vendre un produit. Donc tu vas dire que c'est le meilleur. On va pas se mentir. Le problème, c'est que pour moi, tu peux pas dire un hébergeur c'est le meilleur si t'as déjà dit qu'un autre hébergeur c'est déjà le meilleur sur un concurrent. À la limite, tu peux dire que un hébergeur c'est le meilleur hébergeur pour WordPress, qu'un hébergeur c'est le meilleur hébergeur pour un site e-commerce, c'est un hébergeur pour les sites hyper sécurisés. Voilà, pour un petit budget.
budget, etc. Enfin, peu importe à la limite. Mais je trouve que c'est ce genre de détail qui peut te rendre soit hyper crédible, soit à l'inverse, qui peut vraiment te décrédibiliser auprès de ton audience. Là aujourd'hui sur les sites, les contenus vivent rarement seuls, à moins de faire une landing page pour un service, etc. Et encore au début, puis après ça se développe. Donc voilà, en tout cas, il y a de fortes chances que vous ayez des contenus après. Donc pensez-y dès le début. Si je vais rester là sur mon exemple là sur Shine justement, je le vois là, il y a une ref à Conto, donc un concurrent à Shine. Donc là c'est assez clair. Je sais que un peu plus bas dans cette page, il parle d'un comparatif justement entre les deux banques. Donc si on veut chercher Conto versus Shine ou l'inverse, c'est l'un des deux. Tac tac tac. J'ai dû le rater, mais je sais que c'est présent dans cette page. Et si on veut être vraiment cohérent jusqu'au bout, ce qu'on peut faire également, si je dis voilà, Shine c'est une bonne banque pro, bah, je le prouve. Je le prouve comment? Je le prouve avec capture d'écran de Trustpilot pour donner de la véracité à mes propos. Et du coup, quand je dis que Shine c'est une bonne banque pro, je te prends pas pour un idiot, je te montre même les avis des clients. Moi, ce que j'aime bien faire dans les pages comme ça, c'est carrément mettre en avant un ou deux avis clients et expliquer du coup ce qui en ressort en fait, ce qui est positif, ce qui est négatif. Je pourrais très bien dire on n'a pas d'intérêt à faire ça parce que ça peut me faire louper commission. En fait, l'intérêt de faire ce truc là, c'est de te dire que si tu fais tu donnes un avis sur une banque et que cette banque c'est de la merde, bah à la limite profites-en pour dire effectivement cette banque elle sert à rien, allez voir plutôt cette autre banque qu'on vous recommande, puisque dans tous les cas les gens ils auront tapé cette requête, ils sont sur la page, donc autant les aiguiller et faire en sorte qu'ils soient pas trop déçus. Voilà, donc voilà, tu vois, c'est pas forcément un truc hyper compliqué à mettre en place, hein. Faut juste penser et être curieux, comme en SEO, hein, typiquement, comme en SEO et aller un peu au fond des choses, quoi. Super. C'est vrai que moi, une des seules notions que j'avais appris en copywriting, c'est si tu dis un truc, prouve-le. Si tu dis que t'es la meilleure formation SEO, prouve-le, mets des faits, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, même pour la rédaction SEO, blogging, pour ranker, etc. Et pour convertir, évidemment. Donc, ouais, c'est intéressant. Et ça, tu le vois souvent chez des clients ou autres où ils disent tout et son contraire, quoi. Exactement. Et le truc, c'est que en plus, ça, tu peux vite te faire piéger parce que si tu prends un contenu à part entière, des fois, tu vas pas le voir. Mais si tu te mets à la place vraiment d'un client, dans la tête d'un client, enfin d'un utilisateur, qui va aller peut-être voir 2 ou 3 autres pages pour voir si t'es sérieux, là, tu vas tout de suite te faire griller. D'accord. Ok. Et est-ce que tu t'aides de l'IA pour envoyer un texte et demander s'il y a des incohérences? Franchement, non. Non? Ok. Non, c'est vrai que je pourrais le faire, mais non, franchement, non, je le fais pas. Parce que toi, après, je pense que c'est une question d'habitude, d'expérience. Ouais, alors oui, je pense aussi. À mon avis, il y en a certainement qui le font, mais je me dis, en fait, à partir du moment où tu écris à la main, il n'y a pas de raison de le faire. Après, maintenant que tu le dis, c'est vrai que des fois, de façon un peu involontaire, tu peux descendre un service ou un produit en parlant d'un inconvénient et en parlant trop d'un inconvénient. Donc effectivement, l'IA, ça pourrait servir de ce point de vue-là. D'accord. Ok, on peut passer au troisième type. Voilà, sur le troisième type, en fait, je vais vous expliquer comment je gagne un temps de malade pour la correction. J'ai la chance de pas faire beaucoup de fautes d'orthographe, mais ça arrive quand même parce que voilà, moi j'écris vite, des fois avec la fatigue. Alors moi, ce qui m'arrive perso, c'est plus d'oublier des mots. Des fois, je me rends compte quand je corrige, c'est j'oublie des mots dans les phrases et du coup les correcteurs m'aident à ça. Ou des fois, c'est de répéter des adverbes genre tu vas répéter notamment plein de fois sans faire exprès. Hein, des fois c'est purement naturel. Voilà. Et donc ces outils servent à ça. Alors du coup, oui, on va me dire oui, mais comment tu corriges? Parce que des correcteurs, il y en a plein. Moi, j'en ai testé un paquet pour garder justement les bons, pour pas en avoir trop. Là, je vais vous montrer vraiment les deux que j'utilise le plus. Il y a aussi là-dessus un très très gros type que je donne aussi dans l'information, que je vais pas spoiler ici, mais qui me permet vraiment de passer encore à la vitesse supérieure. Premier tool que j'utilise, ça va vous paraître hyper évident quand je vais vous le dire, mais c'est Google Doc. Alors après, le truc, c'est pas utiliser Google Doc ou pas, c'est comment je l'utilise. En fait, il y a une façon de l'utiliser qui permet de vraiment gagner du temps. En fait, là, je suis dans un texte, j'ai copié-collé l'article qui était chez Financiero. Et en fait, là, si je vais dans outils grammaire orthographe, ici, tu vois, j'ai un petit lien vérification de l'orthographe et de la grammaire. Je clique dessus et donc là, j'ai un truc accepter, ignorer et automatiquement, alors voilà, effectivement, je vois, j'ai un compte bancaire là avec un S. Ah, pas mal. J'en ai peut-être rajouté avant exprès, mais il y a vraiment des vraies fautes. Je l'ai testé. Okay. Donc là, tu vois, j'ai le truc créé, voilà, que ce soit, voilà. Bon, là, il y a pas grand-chose. Et ça replace. Ouais, c'est ça. Et alors le truc, du coup, le raccourci. Alors là, je suis allé dans outils, grammaire, machin. Moi, là, tu vois, il y a on voit, tac, voilà, je me mets ici. Là, on voit qu'il y a un petit raccourci là. Alors le raccourci, il est différent sur PC ou Mac. Moi, ce que je fais en mode bourrin, c'est j'appuie sur le raccourci direct, j'appuie à fond et comme ça me dit tout de suite s'il y a des erreurs ou pas. C'est pas mal en plus
juste tu gardes ta mise en forme. Par rapport à ChatGPT, si tu fais un copier-coller, il peut te remettre le texte, mais tu perds les H2, les HN, la liste à puces, tous ces trucs-là, potentiellement. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu peux le relancer après. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que tu le lances une fois, il te détecte des fautes. Enfin, si t'as fait plein de fautes, il te détecte des fautes. Tu le relances une seconde fois, il t'en détecte d'autres parce que en faisant des corrections, il s'est rendu compte, il a remis des bouts de phrases en place, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil que j'utilise, qui marche très bien. Le deuxième outil qui fait vraiment le taf par rapport aux autres, c'est Language Tool. On voit ici, voilà, Language Tool. Donc là, qui existe de deux façons. Vous pouvez l'utiliser de deux façons. C'est vous avez un plugin Chrome si vous utilisez Chrome comme à peu près tout le monde, et vous avez aussi un plugin qui est dispo dans Google Docs. Alors à quoi ça sert du coup? Quand tu es dans Google Chrome, alors moi j'utilise beaucoup quand je suis dans des outils de rédac comme TotSEO ou Serpentix ou Surfer SEO pour en citer un troisième. Des fois j'écris directement dans l'interface. Moi j'aime bien avoir un correcteur direct en fait. Et donc là l'intérêt c'est que quand tu as le plugin Chrome, il te met du coup les fautes d'orthographe en rouge, les fautes ce qu'ils appellent les moins correctes en orange comme ça. Là je suppose qu'il veut que je mette un tiret. Voilà, hop. Et voilà, j'ai aussi les répétitions. Donc, comme je disais tout à l'heure avec mon notamment que je répète, et ben là il va me proposer d'autres choses. Voilà, le aussi par ailleurs, etc. Voilà, c'est des petits quick wins pareil, mais c'est pas mal, hein. Cumulé, ouais, c'est vraiment stylé, ouais. Tu vois, la forme juridique la plus courante, là il m'a oublié, Google l'a pas détecté, et ben là paf, je lui mets ici et là c'est plié. Tu te forces à retirer certains adverbes ou autres, par exemple, qui pourraient être des patterns qu'on revoit très souvent dans ChatGPT et qui sont pas très naturels. Tu te forces à le faire? Alors oui, de plus en plus, et ce qui est embêtant, c'est qu'il y en a de plus en plus, donc c'est chiant parce que, alors on en parlera peut-être plus tard, mais il y a des mots aujourd'hui, si tu dis qu'un truc est important ou crucial, c'est ça, c'est comme ça, c'est fini. C'est foutu. Et on va me dire, non mais Fred, là t'as fait de l'IA, alors que des fois pas du tout, mais alors du coup effectivement des fois t'es obligé de ne plus utiliser des phrases comme ça. Alors c'est marrant parce que j'ai une espèce de dictionnaire perso que j'utilise pas en fonction de certains clients. Pour moi c'est de l'IA quoi. Ok. Donc ça arrive aussi, ouais. Voilà, en tout cas c'est deux outils qui sont vraiment top. Excellent. Si vous regardez là chez Language Tool, vous verrez qu'il y a une version payante, une version gratos. En vrai, la version gratos, moi je l'utilise depuis peut-être 5 ans. J'ai comparé plein d'outils. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, je le compare. Vous embêtez pas avec la version payante, avec la version gratos fait largement le job. En tout cas pour moi, et je l'utilise vraiment tous les jours. Je l'ai vraiment poncé le truc. Voilà, franchement, vous utilisez ça. Là, vous êtes déjà bien, même très très bien. Même si vous faites une faute à chaque mot, ça fait vraiment le job. Il y a un truc que je développe pas ici, que je mettrai, dont j'ai parlé dans la formation, qui concerne en fait toute la gestion des noms propres. Les noms propres, alors les fautes qui sont identifiées comme des fautes, mais qui sont pas vraiment des fautes, comme ici. Tu vois, il comprend pas Shine, il veut que je remplace par Shine, etc. Donc voilà, il y a des petits tips là-dessus qui permettent de gagner du temps, à la fois sur les noms propres et à la fois sur des corrections que vous faites régulièrement. Voilà, moi je sais qu'il y a des mots, même si je les connais, je vais tout le temps faire une faute. Et ben avec un petit truc que je vous présente dans la formation, même si vous faites la faute, ça se verra plus du tout. Super. Voilà pour ce troisième type. On peut enchaîner sur le quatrième. Carrément. Quatrième type, donc c'est d'ajouter ce qu'on appelle des micro-contenus. Alors les micro-contenus, je sais pas si ça existe avec un autre concept. C'est un truc moi que j'appelle ça comme ça. C'est un concept que j'ai développé, qui existe peut-être avec un autre nom. Micro-contenu pour moi, c'est des infos et des détails que vous trouvez nulle part ailleurs. Ça peut être des infos hyper récentes sur une entreprise ou un autre contenu qui montre que notre contenu est à jour. Vous allez voir qu'on n'a pas forcément besoin de faire des très grosses recherches. Encore une fois, c'est vraiment accessible à tout le monde. Demain, vous êtes un débutant en rédaction, en SEO, c'est un truc que vous pouvez utiliser. Si je reviens là sur le haut de page, là ce que tu vois, c'est que l'article il a été mis à jour le 2 janvier 2025. Mais est-ce qu'il a vraiment été mis à jour le 2 janvier 2025? Ce qu'on fait, c'est que j'ai cherché Shine dans Google juste avant, et en 2 secondes, qu'est-ce qu'on voit dans l'actu? Donc voilà, Shine, ça date du 11 décembre 2024. Shine s'est fait racheter par une banque scandinave d'un groupe danois. Donc voilà, un truc pas méga rassurant quand on dit ça. C'est pas versus la Société Générale. Hein. Ouais. Donc quand on dit ça, c'est pas hyper rassurant. On se dit ça a été racheté par des caricatures, mais par des Roumains ou un truc comme ça. Ça inspire pas confiance directe quoi par rapport à la Société Générale. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un rachat du coup par Agiras ou Adieras, je sais pas comment on prononce ça, mais ce qui peut faire flipper des gens qui n'ont pas encore créé leur boîte. Je me dis, si tu te mets à la place d'un auto-entrepreneur ou de quelqu'un qui veut créer sa boîte, qui veut créer son compte Shine et qui dit ça, il va se dire putain c'est plus français, ça sent pas bon quoi. D'autant plus que là tu vois les médias là ils présentent pas ça comme une grosse banque
banque. Alors peut-être après dans le reste de l'article, mais si je m'arrête là au titre, je vois que c'est une banque scandinave d'un groupe danois, tu vois. C'est pas forcément une bonne mise en avant, et si je m'y connais rien, je sais pas si c'est une banque de confiance comme la Société Générale par exemple, si j'estime que c'est une banque de confiance, ou je sais pas si c'est une banque complètement éclatée au sol qui va couler dans 6 mois. Là du coup typiquement, ce que pourrait faire le site là Financero, bah, c'est typiquement parler de ce truc là. Allez, parce que là je crois pas que ce soit le cas, hein. Je vais chercher, j'ai déjà la réponse, mais on va voir, hein, mais tu vois je l'ai pas. Ouais. Typiquement il pourrait dire bah voilà la banque, Shine s'est fait racheter effectivement en décembre 2024 par cette banque là. C'est une banque qui a je sais pas combien de millions de clients. En tout cas il y a forcément des moyens de réassurance qu'on peut rajouter sur cette partie là, qui ont deux intérêts du coup, qui ont un intérêt à la fois pour la conversion, puisque du coup les gens vont forcément du coup avoir plus de confiance en fait avec la banque, et la deuxième chose c'est que du coup ça va aussi avoir un bon impact pour le SEO, parce qu'on sait aujourd'hui que voilà, Google prend en compte aussi les mises à jour d'articles, et qu'il y a un peu une prime à la fraîcheur, un peu comme on dit. Donc voilà, ça c'est ça prend 5 minutes à faire, à chercher, et effectivement là Financero, s'ils veulent mettre à jour leur article, c'est un des points qu'ils peuvent mettre en avant. Si toi demain un client a un bon contenu, il a déranqué parce que le contenu il a été fait il y a 1 ou 2 ans, c'est le genre de prestation que tu pourrais proposer à chercher des micro-données et de les inclure dans le contenu pour rafraîchir le tout et reprendre une prime de fraîcheur plus ou moins. Ouais, carrément. Okay. Carrément, des fois il y a besoin de tout réécrire. Ouais. Ça peut arriver, hein. Tu vois dans les outils comme Serpmantic, ça te dit voilà de mettre à jour ton contenu. Des fois c'est tous les ans, des fois tous les 2 ans, etc. Donc ça peut arriver. Autant dans certains cas, c'est juste effectivement mettre à jour des infos comme ce truc-là. Ou alors, si je vais dans le bas de page par exemple, quand je vais parler de Trustpilot, voilà Trustpilot, je pense, tu vois la capture elle doit dater de 2000, je crois que je l'ai vu 2022 ou 2023, mars 2023. Ici, je veux dire voilà, ça coûte pas grand-chose d'aller mettre à jour ce truc-là. Ça se trouve le service client était pourri il y a 2 ans et maintenant c'est un super truc. Bah voilà, faut le dire, et puis s'il y a rien à dire, il y a rien à dire, mais au moins voilà, on peut le faire. Ou alors un truc, c'est par exemple des fois rajouter des fonctionnalités. J'imagine que Shine là en 2 ans ou en 3 ans, ils ont dû développer de nouvelles offres, de nouvelles fonctionnalités. Autant y aller et mettre à jour quoi. Et sans tout réécrire, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Et je me permets de te poser des questions, je sors un peu de la trame. Allez, vas-y. C'est très très intéressant. Et même je pense que je pose des questions qui vont vraiment intéresser tous ceux qui écoutent. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais comment tu juges que tu peux te permettre de repartir de zéro sur un contenu existant ou de juste rajouter des informations manquantes? Toi, c'est quoi ton raisonnement? Alors, il y a deux façons de répondre là-dessus. Première raison, ça va être un peu, ça va être pas du tout factuel. Je vais lire le contenu et je vais dire, voilà, le contenu que je vois, il répond pas à la cible, il répond pas, voilà, aux objectifs, il répond pas aux leviers, aux freins, voilà. Donc c'est purement mon avis, mon analyse là-dessus. Donc voilà, ce premier cas, du coup, ça, tout le monde pourrait le remettre en question parce que tout le monde peut avoir un avis différent. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est que là aujourd'hui, on a la chance, surtout en France, d'avoir des vrais bons outils, comme encore une fois, comme TotSEO, Serpmantic, etc., qui font une vraie analyse de la SERP. Et du coup, il suffit que tu mettes ton article dans la SERP pour que ça te dise si est-ce que tu as assez de mots, est-ce que tu as les bons mots, est-ce que les concurrents mettent à jour tous les ans, tous les 2 ans, de quand datent les articles qui se positionnent, etc. Est-ce que, alors j'en ai pas parlé, mais est-ce que dans l'intention de recherche, il y a des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux contenus qui apparaissent chez tous les concurrents. Donc voilà, c'est le genre de choses où c'est très factuel. Tu regardes la SERP en fait, comme en SEO, et tu regardes ce qui se passe en fait. Et en général, pour moi, c'est assez flagrant. Je pense que c'est l'expérience, mais c'est des genres de choses que tu vois très directement avec une SERP. Ok. Et un débutant, s'il a pas trop d'expérience, il peut se baser, bien sûr, s'entraîner à, comme ils disent, sentir la SERP, ça aide toujours. Ça aide, pour l'expérience, faut pratiquer. Mais c'est vrai que des outils peuvent aider, comme tu dis, à confirmer qu'il n'y a pas les termes, que ça répond pas à l'intention, ou qu'en tout cas il y a des couilles dans le contenu actuel, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Okay. Dernier point, on va parler d'un petit sujet, qui est arrivé notamment en 2022 et qui fait que tous les mois j'ai des clients qui me disent ouais tiens c'est vraiment toi qui as écrit ça, Fred, c'est pas un petit peu d'IA, ou alors le truc c'est putain t'as écrit vite, dis donc, c'est normal ça. Et on va se parler d'IA, on peut pas ne pas en parler aujourd'hui en rédac, en contenu. Mais c'est vrai que tu livres vite, mais moi j'ai été surpris des fois. Ouais, mais alors ma femme m'a dit que je livrais trop vite, il fallait que je livre
livre des fois plus lentement. T'attends 48 heures. Pour pas qu'on me... Mais je me suis... Enfin, bref, c'est un vrai sujet. Et en même temps, d'un côté, tu peux dire, si t'écris trop lentement, je veux dire, on boufferait des cailloux. On boufferait des cailloux, quoi. C'est justement, si tu fais de la rédaction, c'est que t'écris vite, sinon il y a un problème. Bien sûr. Non, mais c'est que t'es compétent. Mais des fois, c'est sûr qu'il y a des gens, ils sont plus lents. Donc tu dis, en fait, lui, il fait de l'IA, c'est full. Ouais, bien sûr. Mais c'est un vrai sujet. Après, je vais être franc. Dès qu'il y a un truc qui sort en IA, je le teste parce que en vrai, moi, j'ai qu'une hâte. C'est que, effectivement, c'est que les solutions IA puissent remplacer les rédacteurs et que si demain on peut faire autre chose, on fera autre chose. Enfin voilà, c'est bien sûr, c'est évident. Moi, le truc dont je rêve, c'est effectivement, c'est que tu cliques sur un bouton, t'as ton article qui se génère, t'as pas besoin de le relire et puis c'est plié, on n'en parle plus. Malheureusement, moi, j'estime que vraiment, c'est pas encore le cas. Il y a un paquet de patterns qu'on retrouve dans les contenus, dont je parle aussi dans l'information sur des trucs que j'ai vu nulle part ailleurs, dont personne ne parle, mais parce que je lis les textes, en fait, c'est juste que personne ne lit, enfin, plus beaucoup de personnes ne lisent, donc on s'en rend pas compte. Le truc aussi, c'est que sur un contenu, des fois, ça peut faire la blague. Tu vois un contenu, tu peux dire, bah ouais, le truc, moi, qu'on me dit tout le temps, c'est ouais, j'aurais pu écrire ça. Le truc, c'est que quand tu vois sur un contenu, ça marche. Le truc, c'est que quand tu vois des patterns sur d'autres contenus, si moi je le vois en 5 minutes, Google est pas con, il le voit en 5 millièmes de seconde, si ce n'est moins. Donc voilà, je veux dire, s'il y a un pattern, aujourd'hui, tout le monde peut le voir. Moi, j'estime j'estime que si tu peux rédiger ton contenu avec de l'IA, c'est que ton contenu, il a aucune valeur ajoutée. Et quand on sait que Google, il a pour mission aujourd'hui de réduire, j'ai plus le volume exact, mais il a pour objectif de réduire son volume de pages indexées, encore plus depuis qu'ils se font spam avec l'IA, c'est totalement justifié. Après, ouais, bien sûr, il y a des techniques où on peut indexer rapidement, etc. Et ça marche très bien. Mais je veux dire, en termes de contenu, si on se focus sur le contenu, c'est un vrai truc à prendre en compte, quoi. Pour moi, si je fais une analogie, c'est comme quand tu vas au resto. Est-ce que tu préfères manger du fait maison ou est-ce que tu préfères manger un plat décongelé que le gars il a acheté à Carrefour à côté et que tu vas retrouver dans 80% des autres restos? Voilà, bah, je veux dire, tu vois, on a la réponse. Bien sûr. Ouais, juste pour faire un petit aparté là-dessus, alors je dis pas que l'IA ça marche très bien sur certains contenus, sur des contenus hyper courts, sur certaines typologies de contenus comme du Discover où clairement on s'en fout du contenu. Je veux dire, si t'as le titre, t'as ton image et c'est tout. Mais dès que tu fais des contenus très longs, c'est là que t'as un souci et que pour moi en rédaction on a une vraie valeur ajoutée. Juste quand on teste, je me rends compte, j'en ai parlé beaucoup, mais j'avais pas prévu. Mais quand tu testes les outils comme à la Tote SEO ou Searchmantix, ce que tu vois, c'est que le nombre de mots pour ranker, c'est jamais 200 ou 300 mots ou 500 mots. Enfin, peut-être 500 mots dans certains cas. C'est à chaque fois sur des vrais mots-clés concurrentiels, c'est 2000, 3000, des fois plus de mots pour se positionner. Et aujourd'hui, on sait que l'IA, sur des contenus très longs comme ça, tu perds en cohérence ou alors t'as des grosses répétitions. Donc voilà, sur cette typologie de contenu-là, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Voilà. Alors après, oui, je parle pas bien sûr des cas où l'intention de recherche met en avant une fonctionnalité et dans ce cas-là, la question se pose pas. Mais pour tous les autres cas, c'est indiscutable. Moi, du coup, je vous dis, posez-vous la question, en fait, si on peut reprendre l'intégralité de votre contenu avec de l'IA en 5 minutes, posez-vous la bonne question, c'est qu'il y a un problème. Alors, du coup, je dis ça, mais comment est-ce qu'on fait, du coup, pour battre un peu l'IA? Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter des contenus, alors, pareil, qui sont présents nulle part ailleurs, mais qui sont présents nulle part ailleurs, même dans l'actualité. Parce qu'on pourrait se dire, l'actualité, si je dis à ChatGPT, va me chercher les dernières infos sur Shine, bah, ok, il peut peut-être les trouver. Et ben, si je reste dans cet exemple-là, du coup, sur Shine, voilà, donc là, je vais sur le site de Shine. Si je me mets à la place de quelqu'un, en fait, il va créer sa boîte demain. Je peux prendre l'exemple soit d'un auto-entrepreneur, je sais pas, j'en sais rien, une profession libérale, peu importe. En fait, il va forcément se poser des questions du style, truc tout bête, c'est comment est-ce que je me crée un compte? Et ben, comment est-ce que je me crée un compte? Je peux montrer le truc étape par étape pour de vrai. Donc ça veut dire, sur le site de Shine, je vais cliquer vraiment sur ouvrir mon compte. Dans mon contenu, je vais dire cliquer sur ouvrir mon compte. Donc là, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur voilà, je vais donner tous les cas de figure. Est-ce que j'ai déjà mon numéro de SIRET? Est-ce que je dois déposer du capital? Est-ce que je crée ma SASU, ma SARL, etc. Tu vois, il y a un vrai truc d'accompagnement vraiment du début à la fin. Je dis pas qu'on va aller jusqu'à créer la boîte, mais limite, quoi. C'est moi sur les sites où je dois m'inscrire, moi je le fais vraiment. Donc là j'ai plein de profils là sur Chrome. Je me crée des comptes. S'il faut mettre un numéro de téléphone, je me débrouille pour mettre un numéro de téléphone que je trouve d'autres façons, etc. C'est le genre de truc, tu vois, que tu peux pas. ChatGPT, il va pas encore.
peut-être que ça arrivera un jour, mais il va pas encore jusqu'à aller créer des comptes sur Shine et aller créer des boîtes et tout quoi. Donc ça voilà, c'est des choses qu'on peut pas encore avoir, et vraiment c'est ce qui permet d'être le plus proche de la réalité. Donc voilà, moi typiquement ce que je ferais sur un truc comme Shine, c'est que j'irais décrire des trucs comme la création de devis, la création de factures. Tu vois, une friction qu'on peut avoir, tu vois, en entreprise, c'est est-ce que je vais devoir payer pour un autre outil de facture ou pas, est-ce que je peux utiliser l'outil de Shine, et en l'occurrence si quand je rédige je me rends compte que je peux pas utiliser l'outil de Shine, je vais dire à la place allez utiliser Abi ou je sais pas quel autre outil de facturation. Mais je veux dire, ça permet aussi d'avoir des portes d'entrée vers d'autres contenus derrière, et c'est ça qui est plutôt ça qui est plutôt cool du coup. C'est un très très bon conseil, et c'est vrai que rien que sur la typologie des contenus avis, parce que là en plus tu as montré une page avis avec l'exemple avis Shine, c'est vrai que bon, si tu fais une page avis Romain Pirotte, tu vas sûrement dans mon espace de formation, tu vas pouvoir rentrer en détail, etc. Donc là ce que tu dis, c'est aller plus loin là où personne ne va, quoi, j'imagine. Exactement. Enfin, ou très peu en tout cas aujourd'hui. Très peu, ouais. Et je le vois, la majorité des vraies pages avis, donc Shine, eToro, tout ça c'est du concurrentiel, et ceux qui restent, dont certains où tu as fait le contenu, c'est ceux où il y a un vrai guide d'inscription avec étape par étape, avec des screens, vraiment de la vraie documentation, ce que ChatGPT ne donne pas, hein, c'est clair. C'est ça. Pas encore, j'espère. J'ai bon espoir. J'ai eu une vidéo IA aujourd'hui, et t'as ChatGPT, j'ai plus le nom, je crois que c'est Browser, et tu sais, tu peux déjà l'utiliser pour qu'il commande des chaussures à ta place, qu'il s'inscrive sur des comptes. Donc demain, potentiellement, il y a encore une petite année avant qu'il soit bien chaud, ou 6 mois, mais bon, ça remplacera jamais ton cerveau ou le cerveau d'un rédacteur expérimenté. Exactement. Qui aura toujours des comment dire, des stratégies d'avance. C'est ça, ouais, il y aura toujours un truc à faire, hein, effectivement. Ok, bon, en tout cas, c'était un super conseil. Si je te donne un exemple, là, si t'es amené, on peut se faire en freestyle comme ça, hein, si t'es pas prêt, mais par exemple, comment tu raisonnerais si t'étais amené à faire un contenu sur, par exemple, attends, je veux pas te donner un truc SEO, je sais pas, t'as une idée d'outils hors web, hors SEO, juste pour voir comment tu pourrais structurer le contenu. Pas un truc genre des AirPods, un truc comme ça. Ouais, par exemple, comment tu pourrais te dissocier de la masse avec, ou peut-être faire mieux qu'eux, avec un contenu sur les AirPods où j'imagine t'en as déjà beaucoup. Est-ce que où t'irais chercher des informations privées, exclusives, avec ton dernier hack, qui est un très bon hack, hein, clairement, qui fait la diff. Alors moi, ce que je montrerai, je pense à ça parce que là, ils sont devant moi et que j'en ai, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ce que je dirais, c'est d'expliquer concrètement comment ça marche. Qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est un truc tout con, mais tu vois, là j'ai les AirPods. Je savais pas. Va trouver même des vidéos, c'est dur. Des vidéos où tu t'expliques sur quel bouton il faut que tu appuies pour faire, sur quel bouton t'appuies, qu'est-ce que ça fait, pourquoi il y a une lumière verte ou rouge, etc. quand tu les prends, pourquoi il y a un petit glitch, pourquoi il y a un petit bruit, c'est quoi le son qui fait que quand tu fermes la boîte, etc. C'est des petits détails. Et alors, je suis sûr, les gens qui ont ça depuis longtemps, qui ont ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont se dire, mais t'es con, c'est que le truc il est en train de se charger, ou etc. Mais vraiment, quand tu te mets à la place de quelqu'un au début qui connaît rien, tu sais pas, c'est le genre de choses que tu sais pas en fait, et de répondre à des questions vraiment des fois évidentes, mais que quelqu'un qui n'y connaît rien, un novice, va se poser pour de vrai. Moi, pour donner mon exemple, hein, pareil, on peut se foutre de ma gueule, mais moi je me demandais si tu pouvais monter le son, genre en faisant un petit slide sur le côté, des trucs comme ça. Bah voilà, si tu le sais pas, si tu connais rien, c'est le genre de choses que tu peux chercher, quoi. Ok. Donc tu irais vraiment chercher des infos exclusives au lieu d'aller taper la brochure, au moins aller chercher des infos dans les vidéos, dans les unboxings ou... Ouais, non, c'est smart. Ouais. Alors des fois, ouais, c'est ça, je l'ai peut-être dit, je sais plus, mais des fois juste là sur Shine ou même sur les AirPods, rien ne t'empêche, tu vois, d'aller effectivement sur YouTube, regarder la vidéo d'un gars qui fait un unboxing, qui teste les AirPods pour la première fois, ou qui fait sa première facture sur Shine, et de regarder comment ça se passe, prendre des captures d'écran, et si tu peux t'en servir, quoi. Ok. En tout cas, c'est de très bons conseils. Je sais que tu m'avais parlé récemment d'une offre potentiellement que tu réfléchissais. Est-ce que tu penses que faire une vidéo sur le même sujet que ton contenu, avec du lien entrant, donc potentiellement des clics de YouTube vers ton article, ça pourrait aussi booster un petit peu l'article de manière globale? Alors ouais, moi je pense aussi même des fois de plus en plus même l'inverse, dans le sens où je veux dire aujourd'hui quand tu cherches là
là, on prenait l'exemple des AirPods, mais ce serait pareil pour Shine. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller, certaines personnes qui vont aller avoir le réflexe d'aller sur un article, d'autres qui vont avoir plutôt le réflexe de faire de la vidéo. Donc moi, de plus en plus, je pense vraiment là que c'est clairement en train d'arriver, c'est même pas demain. C'est qu'aujourd'hui, dans l'idéal, il faut vraiment faire à la fois du contenu à la fois texte et vidéo. C'est facile à dire hein, après, mais pour moi, si j'en avais la capacité, je t'avoue que tous les contenus que je produirais là dans les avis, je les produirais aussi en vidéo très clairement. Parce qu'on sait que des fois, on le voit bien, des fois quand tu tapes une requête avis, t'as des vidéos qui remontent. Ouais. Bah, pour moi, c'est plié. S'il y a des vidéos qui remontent, bah fais de la vidéo. Et à la limite, je dis pas que l'article sert à rien, mais à la limite quoi. Ouais. Autant aller chercher les clients sur les deux leviers quoi. Exactement ouais. Et je pense de plus en plus que qu'on va aller là-dessus et qu'on pourra plus y couper quoi. Super. Et je vais te poser une dernière question et justement ça arrivait juste hier quand je t'avais demandé si t'étais dispo pour un gros contenu et tu m'avais donné le nombre de mots idéal à rédiger. Donc ce serait quoi un petit peu ta manière d'aborder les choses? Parce que j'imagine d'une thématique à une autre, quand t'as 3 concurrents versus 30 concurrents, c'est pas forcément le même degré d'intensité, de travail, de ressources à mettre en place pour toi, pour un client par exemple. Ouais. Comment t'évalues un petit peu tout ça si tu dois faire du 800 mots, du 1000 mots, du 3000? Alors, en fait déjà par rapport pour trouver le nombre de mots, moi il y a deux façons de faire. Première façon c'est d'utiliser les outils de sémantique en fait qui font un peu le taf à ta place. La deuxième chose c'est que moi j'aime bien quand même aller voir on va dire les 10 premiers juste pour éviter un biais. Des fois il peut y avoir un biais du style effectivement il y a 3000 mots mais en fait c'est 3000 noms de fiches produits, des trucs comme ça. Alors j'exagère un peu, ce sera jamais dans ces proportions là mais ça peut arriver pour un peu jauger un peu le vrai contenu là-dessus et après en fait si tu veux à partir du moment où tu fais un contenu long c'est forcément qu'il y a du détail en fait. C'est forcément qu'il y a du détail et ça veut dire que s'il y a du détail tu vas y passer tu vas forcément avoir un tarif au mot entre guillemets des fois un peu plus cher parce que tu vas devoir vraiment rentrer dans les détails et si tu ne rentres pas dans les détails le problème c'est que tu vas te répéter et du coup ça va pas être assez qualitatif versus un contenu plus petit où c'est pour ça que je disais qu'un truc comme Discover c'est clairement adapté à l'IA parce que c'est des contenus plus courts et les contenus plus courts t'as pas besoin de développer, c'est tu fais une intro, tu te débrouilles pour faire une conclusion ou pour ouvrir sur autre chose, tu développes ton sujet au milieu et c'est plié quoi. Ok. Et est-ce que tu as des clients qui, par exemple, à qui tu as livré des textes français, qui ont traduit tes textes automatiquement? Et après, je sais pas si c'est ta typologie de client, parce que je sais que tu bosses avec des sites à l'international. J'imagine qu'ils ont un rédacteur pour chaque langue. Ils vont pas se baser sur un très bon contenu de Fred, puis le traduire automatiquement avec DeepL dans d'autres marchés. Non, je t'avoue que non, ou alors on me l'a pas dit, mais ce serait trop marrant. C'est du gros budget après. Non, on me l'a pas dit, mais par contre, c'est vrai que sur les sites à l'international, t'as souvent le contenu, on va dire, de référence, par exemple, un contenu anglophone, okay. Et on veut que la partie francophone ait les mêmes contenus avec les spécificités françaises s'il y a des fonctionnalités qui sont pas dispo sur un SaaS, par exemple, ou je sais pas, sur conversion dollar, euro, des machins comme ça. Donc voilà, ça peut arriver, mais qu'on demande des fois de l'inverse, tu prends un contenu qu'on a sur le site international et tu en fais une version pour les clients français. Mais par contre, je serais très curieux de savoir si mes contenus ont été traduits. Ça marche. Ouais, non, je pense que le type de clients, s'ils peuvent se payer tes services, c'est dans leur intérêt aussi s'ils vont à l'international, d'avoir des mecs compétents comme toi ce serait dommage d'avoir du top qualité en France et un truc robotique en Espagne, quoi. Ouais, surtout que la traduction, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais des fois, il y a des petites imperfections dans les phrases. Ouais, il y a des petites imperfections, je trouve, et des fois, quand tu lis un peu, c'est que tu le vois, quoi. Ouais, c'est clair. Et je vais te poser une dernière question, Fred. En tout cas, beaucoup de ressources. Merci beaucoup. Franchement, un débutant intermédiaire ou même expert, c'est bien parce que t'aies déjà fait de la rédaction ou non, au moins t'as tes clés de quelqu'un comme toi qui fait ça depuis longtemps, donc c'est concret. Et je vais te poser une dernière question parce qu'au final, un contenu n'est pas grand chose, j'imagine, s'il n'y a pas un très bon titre ou encore un très bon H1. Quelle serait ta démarche pour faire un super titre ou un super H1, parce que toi aussi tu dois le voir un petit peu tous les jours. Des fois il y a des bons contenus mais les titres sont négligés, ils sont pas mis en valeur, ils sont pas pensés CTR ou autre. Est-ce que tu as quelques recommandations? Yes. Alors pour faire un bon H1, un bon titre, il y a plusieurs choses. C'est moi dans tous les cas je vais voir ce que font les autres, je vais voir les concurrents. Est-ce qu'ils mettent le mot-clé au début, à la fin, enfin voilà, ça permet un peu de pondérer, de savoir si c'est vraiment important ou pas. Puisque voilà, il y a un peu de team là-dessus. Il y a un truc aussi que je fais, c'est que je vais aller regarder les mots-clés
les SERP similaires en fait. Les SERP similaires en fait, c'est un truc tout bête, c'est quand tu fais c'est un truc qui est connu, mais quand tu fais une page avis, est-ce que tu vas taper avis, did, test, analyse, etc. Là-dessus, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre mon titre et de rajouter derrière, d'essayer d'un peu de placer des mots-clés, comme effectivement comme tout ce qui est analyse, did, etc. Et alors du coup, pour ça, je trouve il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est si vous allez voir sur Alloscan par exemple, sur Alloscan, vous allez dans les SERP similaires, je trouve que c'est vraiment bien fait, parce que ça vous donne vraiment des idées comme des mots-clés secondaires, en tout cas des mots-clés similaires avec les SERP similaires, et je trouve que ça permet de bien structurer, de bien proposer des titres, en tout cas vraiment pareil sur des données hyper factuelles et pas uniquement sur un pur ressenti. Donc ouais, ça pour moi c'est ce qui me semble le plus intéressant à faire. Ok, super. Tu vois, par exemple, si je te donne l'exemple de Shine, où tu as de la longue traîne qui va être avis, banque, voilà, et d'autres termes, est-ce que tu vas blinder le titre ou tu vas prendre juste les 2-3 top termes relatifs à Shine et la page avis? Non, moi j'avoue que je vais pas trop blinder le titre, je vais vraiment aller à l'essentiel. Juste pour une question, parce que je suis aussi un peu attentif à l'ergonomie et juste pour que ma page soit à peu près lisible. Mais j'avoue que ça c'est parce que ça me démange un peu et que ça me dérangerait plus qu'autre chose. Ouais, non, bien sûr, mais je vais te donner un exemple tout con aussi. Demain, si t'es premier sur avis Shine, mais t'es même pas top 20 sur prix Shine, est-ce que t'as c'est quoi après? Tu vas réactualiser le contenu, tu vas remettre en place plus une section dédiée au prix ou une page dédiée? Ouais, bah si. Alors page dédiée, ça va dépendre de la similarité. Ouais. Si effectivement il y a un taux de similarité hyper haut, je vais pas créer une autre page. Je vais juste effectivement aborder la question dans mon contenu et effectivement potentiellement le rajouter dans le titre si je peux. Sachant que alors effectivement tu me posais la question sur le H1, mais si je veux l'ajouter dans le titre, moi ce que je fais perso, c'est que je me base jamais sur le nombre de caractères. Je vais tout le temps me baser sur le nombre de pixels en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de SEO qui résonnent en nombre de caractères, et pour moi, ce qui est clairement une erreur. Moi, je raisonne plutôt en nombre de pixels, donc il y a plein d'outils après qui existent. Là, j'en ai un favori que j'utilise tout le temps, mais voilà, il y en a plein, et j'ai plus le nombre de pixels en tête. Je crois que c'est autour de 500 ou 700. J'ai peur de dire une bêtise. Non, je dis peut-être n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est le genre de choses où on écrit, où on fait copier-coller, on teste, et des fois, ça se joue des fois à pas grand-chose, genre 3 petits points, ou alors une majuscule, une majuscule, genre entre un L majuscule et un L minuscule, tu vas pas du tout avoir le même encombrement. Donc ça joue énormément aussi. Ok. Mais en tout cas, c'est cool que tu aies répondu à toutes ces questions, et notamment une qui revient souvent, c'est pour ça que je te la pose. Faut-il faire une nouvelle page ou actualiser la page en cours? Et donc ta réponse, c'est surtout par rapport à la similarité des différentes SERP et des résultats qui s'affichent. Ouais, clairement, ouais. Ok, bah super, franchement, plein d'informations. Les amis, là, vous avez tout ce qu'il faut pour améliorer vos contenus ou créer vos contenus en partant de zéro. Vous savez si vous devez créer un nouveau contenu, optimiser, quels sont, voilà, comment faire la différence par rapport à vos concurrents sans intelligence artificielle. Voilà, si vraiment vous avez des contenus qui fonctionnent, ça vaut le coup de les retravailler à la main pour vraiment avoir des différences par rapport à des concurrents, comme je disais tout à l'heure. Fred, merci beaucoup. Si tu as un dernier mot, en tout cas, je veux juste dire toutes les informations en description de la vidéo. Si vous voulez contacter Fred, travailler avec lui, potentiellement, je sais pas si tu as des dispos, comment on peut te contacter? Sur LinkedIn, Discord, Skype, qu'est-ce que tu préfères? Ouais, effectivement, sur LinkedIn, bon, allez-y, hein, vous cherchez mon nom, vous me trouverez. Puis je pense qu'on mettra un lien. Puis effectivement, sur Twitter, vous aurez du mal à me trouver parce que c'est mon nom de scène. J'ai un nom de DJ à côté, mais c'est un vieux compte et j'ose pas le changer. Donc vous aurez peut-être un peu de mal à me trouver. Effectivement, j'ai un compte Skype, je sais plus ce que c'est non plus, mais LinkedIn en vrai c'est très bien, ou Discord aussi, où je suis sur pas mal de Discord SEO, donc allez-y, vous pouvez y aller. Super, bah je mettrai au moins le LinkedIn. Et voilà. Yes. En tout cas, merci beaucoup Fred, c'était top. Je te souhaite que du bon pour la suite, que tes clients continuent d'être contents, que tes contenus continuent de ranker, et on se dit à très vite alors. Et salut Romain, salut à tous. Ciao.